Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce qu'on vous avait promis, ce programme de l'été de Comics Discovery que nous ne faisons pas en live puisque on nous a dit que pour se remettre et pour que ce soit plus calme, on les faisait en enregistrement. Mais comme je suis bête, on les fait deux fois, puisque on vient de faire 20 minutes dans le vent, puisque je n'avais pas lancé l'enregistrement, en pensant avoir lancé l'enregistrement. Mais voilà, c'est pas grave, c'est les aléas. C'est toujours mieux que d'avoir supprimé des rushs. C'est toujours mieux que d'avoir supprimé des rushs. Ce qui est une des raisons pour laquelle nous avons appelé notre émission cinéma. On a supprimé les rushs, puisque ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'enregistrer des rushs. D'enregistrer. De quoi ? T'as dit d'enregistrer des rushs. Oui, de supprimer des rushs, oui. De pas les enregistrer, effectivement. Donc, on va commencer ces plusieurs mois, ce programme d'été autour du manga, parce qu'effectivement, c'est c'est pour rappeler aux gens que sur ce flux, on parle de toutes les BD, et on a une émission qui s'appelle Manga Aken, présentée par Faye d'habitude, où on parle de manga. On a fait une ou deux émissions. Je crois qu'on en a fait qu'une. On en a fait deux. On en a fait deux. Deux au moins, sûr. On essaie de préparer une depuis au moins 4 mois et on n'arrive pas à se poser de date. Mais ça arrivera un jour, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était pour rappeler aux gens qu'on fait un peu de manga sur cette chaîne. Donc vous allez retrouver tout cet été un peu de manga. Mais on va commencer avec une thématique, puisque comme l'avait souligné Stolas, d'ailleurs bonjour Stolas. Et bonjour. Dans l'émission, comme l'avait souligné Stolas dans l'émission Pride LGBT, le mois de juin c'est la Pride LGBT, le mois de juillet c'est la Pride du handicap. Donc on va commencer avec une émission autour de la thématique du handicap. Et pour ça, on avait une invitée toute trouvée, toute désignée, puisque c'est Béa. Bonjour Béa. Salut, merci de m'inviter. Bonjour. Et on est aussi avec Faye. Bonjour Faye. Oui, bon, moi, je n'attends pas qu'on me dise bonjour, hein, je parle. Oui. Bonjour quand même. Donc voilà. On va aller straight to. On va proposer à notre invité de se représenter. De se représenter. Elle l'avait très bien fait la première fois. J'espère qu'elle ce sera tout aussi bien la deuxième fois. Je suis chaud là, j'ai fait le rodage, c'est parfait. Donc moi c'est Béatrice et en fait dans la vie, j'ai cofondé il y a quelques années une association handi-féministe. Donc handi-féministe pourquoi ? Parce que ça s'intéresse au sujet du sexisme et du validisme, qui s'appelle les Dévalideuses. Et donc les Dévalideuses, c'était une association qui a été créée fin 2019 pour permettre en fait de mettre en lumière les problématiques spécifiques vécues par les femmes et des minorités de genre handicapées, savoir un petit peu quelles étaient leurs questions, faire un petit peu entendre leur voix, parce que dans les mouvements féministes, on n'entendait pas trop parler des femmes handicapées. Donc notamment au niveau par exemple des violences sexuelles et de tout ça, il y a des thématiques qui sont plus spécifiques et c'était important de les mettre en avant. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus bénévolement et c'était hyper intéressant. On a commencé à donner des cours, à faire des confs, à faire des campagnes de communication, tout ça. Et d'une affaire à l'autre, en fait, ça fait toujours un petit peu comme ça fait un petit peu boule de neige. Et en fait derrière, j'ai commencé à faire une chronique radio à Montpellier dans une radio associative locale, une chronique radio sur les thématiques en fait autour du genre et du handicap. Donc j'allais décrypter l'actualité, je chopais comme ça des trucs d'actualité et j'allais les analyser en fait sous cet angle-là. Et puis ensuite, j'ai rejoint un peu plus tard une autre association à Montpellier qui s'appelle Dear Valid People. Et Dear Valid People, en fait, c'est une association créée autour du podcast du même nom. Et en fait, chaque mois, ils organisent une conférence qui est enregistrée en public et en direct avec des invités concernés par le handicap qui viennent parler de thématiques comme par exemple la famille, l'éducation, la sexualité, tout ça. C'est super chouette et du coup, ça m'a permis aussi d'avoir une activité militante un peu plus locale parce que les Dévalideuses c'est au niveau national et on travaille un petit peu en ligne, on est un peu partout en France.
Donc voilà. Et en fait, comme j'étais déjà à 2000% là-dedans, je me suis dit, pourquoi pas continuer à me lancer. Et du coup, j'en ai aussi fait mon métier. Donc, je suis consultante inclusion et diversité. C'est-à-dire que tout ce que je fais sur le terrain militant, en fait, je vais essayer de le mettre en application dans les entreprises, par exemple, dans les organisations, aller faire vraiment de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement contre les discriminations validistes, parce que c'est un peu mon sujet de prédilection. Donc voilà. Et un petit mot, parce que je suis très contente de faire pour une fois quelque chose pour le mois des fiertés Handi. C'est effectivement quelque chose qui est depuis quelques années, on en parle de plus en plus, et ça se passe donc juste après le mois des fiertés queer qui est en juin, et du coup on connaît un petit peu moins en France, mais c'est très chouette. Sachez qu'on a notre propre drapeau avec des couleurs symboliques qui représentent différentes choses, les handicaps, ce qu'on appelle invisibles, et que ça représente différentes choses. C'est hyper sympa de découvrir le drapeau des fiertés Handi. J'essaierai de le mettre sur la miniature pour que les gens voient à quoi ressemble le drapeau du handicap. Voilà. Merci Béa pour cette super présentation encore une fois. C'était magnifique. Très très bien. On va passer aux recommandations et après chacun va présenter le manga qu'il a choisi de vous présenter dans le thème de l'émission, donc du handicap. Je vais commencer et je vais changer de reco parce que je finis parce que je me dis ça va un peu dans l'idée du handicap. C'est pour les gens. Moi, je lis beaucoup de livres audio et je me dis pour les gens qui sont non voyants, c'est super bien d'avoir des livres audio puisque ça permet de pouvoir écouter une histoire de façon cool. Et là, c'est encore mieux parce que je sais qu'aux États-Unis, parce que Faye écoute beaucoup de livres audio en anglais, ils font les choses bien et ils prennent plusieurs acteurs. Ils essaient vraiment de faire tout un. Après, c'est pas tous, mais moi j'écoute beaucoup les Star Wars. Où tu as vraiment un travail sur le son, tu vas avoir de la musique, tu vas avoir des sons d'effets et tu vas avoir différents acteurs souvent. Après, des fois, tu en as où c'est une seule personne mais qui va changer sa voix. Enfin, t'as quand même un truc cool. Ouais, d'habitude, ce que j'écoute, et j'en avais parlé plusieurs fois, notamment pour ceux qui connaissent le label de Brajlon, Hardigan, donc qui fait tout ce qui est livre audio de fantasy, où c'est souvent le même acteur, j'ai oublié le nom de cet acteur de doublage, qui est très fort, qui a une voix très très grave, et des fois il fait des petites filles de 7 ans, donc il fait la petite fille de 7 ans mais avec la voix très très grave, c'est très rigolo. Mais là j'ai lu Nous de Christelle Dabos. Christelle Dabos, vous connaissez peut-être puisqu'elle a fait une superbe série de bouquins qui s'appelle La Passe Miroir, qui est en 3 tomes, et les gens qui râlent sur la fin. Il y en a pas un quatrième qui vient de sortir. Il y en a peut-être 4, ouais. Il y en a peut-être 4. N'enlève pas une dose de Thorn, s'il te plaît. Oui. Par contre, je déteste Thorn. Voilà, ça c'est dit. Ils sont dans mon placard et je les ai pas encore lus. Ils sont sur mon étagère, je les regarde, il faut que je les lise. Donc, tu verras quand il y a Thorn. Tu verras, c'est très bien. C'est une super chouette série dont la fin a été je ne spoil pas, mais elle a été accueillie par les fans de façon assez pas très cool pour l'autrice, puisqu'elle s'est un peu fait harceler, la pauvre, et là elle sort un bouquin. Vraiment, ils auraient dû faire au moins 3 tomes dessus. Tellement c'est intéressant et tellement en fait il y a de la matière pour en faire des trucs. C'est une histoire qui s'appelle Nous. Et c'est dans un monde où tout le monde a un instinct, donc on est tous avec un instinct particulier. On peut être réparateur par exemple, et selon la portée qu'on a, parce qu'il y a différentes portées, genre si vous avez 2 km de portée et que vous êtes réparateur, s'il y a quelque chose qui se casse à votre portée, et votre instinct va vous pousser direct à aller réparer cette chose. Mais ce n'est pas le seul instinct qu'il y a, puisque il y a des protecteurs, il y a des gens qui guérissent, il y a des gens qui nourrissent, il y a des gens qui tout le monde a une espèce de destinée, et du coup cet instinct et toute la société est régie autour de ça et autour du fait du nombre de vies
on est capable de sauver, et plus on sauve de vie grâce à son instinct, plus on est positionné bien dans une hiérarchie. Et on va débuter l'histoire. En fait, c'est une histoire un peu chorale. Et ce qui est cool, c'est que pour une histoire chorale, en fait, ils ont pris plein d'acteurs différents. Et comme chaque chapitre est selon le point de vue d'un des personnages, un peu comme le Trône de Fer. C'est le personnage en question, donc un acteur différent qui va narrer le chapitre. Je crois qu'il y a 6 ou 7 acteurs différents et c'est vraiment cool. L'histoire est vraiment très très bien. Donc comme je disais, il y a un petit goût de reviens-y. Il y a des petits trucs. Je trouve que la fin est un peu rushée et il y a des trucs et des personnages où j'aurais aimé qu'elle développe plus et qu'elle nous en parle plus, mais malheureusement elle ne peut pas le faire. Mais j'ai adoré le livre, je l'ai bouffé d'une traite. Je trouve qu'elle a enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, Faye, elle a une façon d'écrire qui te happe et elle a des dialogues qui sont vraiment bien écrits, et vraiment très très cool. Et à chaque fois c'est des univers complètement originaux et vraiment c'est trop cool. Donc si vous avez eu l'occasion de lire Nous de Christelle Dabos, et lisez aussi La Passe Miroir, parce que vraiment La Passe Miroir c'est génial. Pour en avoir discuté avec Noémie, je sais que il y a des gens qui ont fait lire La Passe Miroir à des enfants, ou des gens qui ont lu des trucs, ceux qui ont lu Les Royaumes du Nord ou ce genre de trucs, qui pourraient se dire ah bah je peux peut-être lire Nous. Non, Nous c'est quand même un peu plus hardcore. Moi je pense qu'il faut avoir 16 ans. Ouais, à 16 ans ça passe. Mais même La Passe Miroir c'est chaud quand même. Mais La Passe Miroir, il faut avoir, je pense, 16 ans minimum. Ouais, c'est plus young adulte que c'est jeunesse, hein. Nous c'est jeunesse. Ouais, c'est jeunesse. Il y a marqué c'est à partir de 13 ans. Ouais, non. Pas forcément. Non. Franchement, c'est comme ça que c'est classé par l'éditeur. Hein. Ouais. Et c'est souvent les bons. T'en as pensé quoi, toi, Faye, aussi? Tu veux donner un avis vite fait? Ouais, j'ai bien aimé. Voilà, bravo. C'était. J'ai bien aimé les chips de personnages, voilà, mais je peux pas en dire plus. Oui, il y a des personnages qu'on peut shipper, on peut. Voilà, y a plein de... on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Mais moi, je suis plus Passe Miroir parce qu'il y a Thorne. Ah, je déteste Thorne. Vraiment. On fera une émission sur Christelle Dabos. Ouais. Tu as tort de t'en priver. Par contre, les jeux de mots, ouais. Je l'avais en tête. C'est très bien. Le rouge et les jeux de mots, c'est la passion de Stolas. Bah oui, voilà, Stolas, comme tu as parlé, c'est toi qui vas passer à ta recommandation. L'invité d'abord? Non? Bon, ok. Bah non, c'est... Ok, soit. Pour ma part, je vais vous faire une recommandation qui nous vient du Royaume-Uni et qui est absolument dans le thème, c'est Under Isles, en anglo-français. C'est un livre de jeu de rôle, globalement un livre d'instruction de jeu de rôle, comme ça pourrait l'être le livre du maître de jeu dans Donjons et Dragons par exemple. Sauf que ce jeu de rôle est le 3e d'une trilogie. Il y a Inspire Isles, Over Isles et Under Isles, et surtout c'est un livre qui apprend la langue des signes. Malheureusement la langue des signes anglaise et britannique, puisque la traduction en français est un peu compliquée vu que c'est une toute autre langue. Cependant, si vous êtes anglophone et que vous voulez apprendre la langue des signes anglaise et britannique, c'est une excellente introduction. D'autant que le système de jeu en lui-même est très cool. On joue les Pendragons, les descendants adolescents de Arthur et Guenièvre. Et pour accomplir un ancien pacte avec les fées, on doit voyager jusqu'aux îles, une version mythique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et travailler ensemble afin de pouvoir apprendre l'art élémentaire de la formation shaping dans la langue initiale qui apprend la langue des signes. Je traduis rapidement ce qui est sur le Kickstarter parce que c'est le Kickstarter que je suis en train de promouvoir. Il est déjà entièrement backé. C'est ça, il est entièrement backé. Il a été en moins de 3 heures parce que le projet a enthousiasmé absolument la communauté. Et ils n'en sont pas à leur coup d'essai, ils travaillent avec les personnes sourdes et malentendantes depuis plus de 10 ans. Et en plus de ça, je les connais personnellement, ils sont super sympas.
Trop cool. Ah oui, ils demandaient 11 000 euros des poussières et ils sont à 26 000 et des poussières. Il reste 28 jours encore si vous voulez les donner de l'argent. Je suis en train de regarder le site et les illustrations sont vraiment super belles. C'est cool. Et ben ça permettrait de parler avec des Anglais à la langue des signes, pourquoi pas. Ça permet de mettre un pied dans la langue des signes. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de langue des signes universelle, je crois. Non, mais j'allais en parler après. J'y reviendrai tout à l'heure. D'accord, ok. Béa, est-ce que tu veux passer à ta reco? Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais bien recommander une série parce que je regarde beaucoup de séries. Et en ce moment, je regarde Ginny and Georgia sur Netflix. Et j'aime beaucoup, alors déjà j'adore les séries qui abordent les thématiques de l'adolescence, c'est toujours très chouette. Quand j'étais pré-ado, donc on va dire dans les années les années 90-2000, il y avait des séries vachement sympas comme Angela 15 ans, Art les cœurs à vif, Freak and Geeks, où il y avait d'ailleurs des super stars dedans qui ont été révélées dans cette série. Et aujourd'hui, même à l'âge que j'ai, je continue de regarder des séries qui parlent d'adolescence et qui parlent de lycée, des trucs comme ça. Et c'est très chouette parce que souvent on montre un peu en contrepoint la vie des jeunes et puis la vie de leurs parents. Et maintenant, je m'identifie un petit peu plus aux parents vu mon âge. Mais voilà. Et cette série, elle aborde des thématiques hyper sensibles, je trouve, comme la dépression, les troubles alimentaires, les mutilations, les addictions, et d'une façon avec un œil je trouve que c'est très sensible la manière dont il aborde ces sujets-là. Et aussi une des autres raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé cette série, c'est que dedans, en fait, il y a un personnage secondaire qui est sourd. Et ce personnage, il est entre guillemets insignifiant dans le sens que c'est le père, c'est le voisin, quoi. C'est le père de la meilleure amie de Ginny. Et en fait, ce que je trouve chouette, c'est que justement, on représente un homme sourd, père de famille, qui vit une vie qui est super banale dans ces banlieues américaines là, où toutes les maisons se ressemblent. Et en fait, la seule différence de cette famille, c'est que quand ils discutent à table, quand ils échangent, ils parlent à la fois en anglais et en langue des signes. Alors, je sais plus si c'est anglais ou américain, mais en tout cas, ils parlent en langue des signes et en anglais. Et je trouve ça hyper génial en fait quand il y a des séries qui intègrent le handicap comme ça, comme quelque chose de normal, qui n'est pas forcément un sujet en soi, mais c'est juste en fait dans la vie de tous les jours, on a plein de personnes handicapées autour de nous, on peut être nous-mêmes handicapés, et en fait c'est juste de montrer des personnes handicapées dans un quotidien banal, en fait ça fait du bien, c'est rafraîchissant, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis du coup ça sensibilise effectivement à l'usage de la langue des signes, et voilà, et c'est très chouette. Et puis la série elle est vachement cadencée, elle est pleine de rebondissements, c'est sympa à regarder, donc voilà. Très cool. Dans Sex Education aussi, il y a beaucoup de représentations comme ça, de façon même dans le champ, quand ils sont dans le lycée, t'as des personnes en situation de handicap, et c'est pas forcément. Et il y a même tout un alors, je sais pas si tu l'as vu, mais tout un arc autour d'une romance entre quelqu'un en situation de handicap et quelqu'un qui ne l'est pas. Et je trouve ça super intéressant. Mais je trouve que alors Netflix est taxé souvent de gros wokistes, mais parce qu'en fait ils font des vrais efforts de diversification des représentations, et je trouve ça bien et je trouve ça normal en fait de montrer toutes sortes de personnes et de montrer une vraie diversité. Enfin, c'est hyper important. Souvent les gens comprennent pas en mode oui, mais pourquoi il y a besoin de représenter à chaque fois, il faut qu'il y ait une personne handicapée, une personne LGBT. Parce qu'en fait on existe, on a envie de se voir quand on regarde une série, c'est juste normal en fait. On a besoin aussi de ça pour se voir en fait dans la société, de dire qu'on existe, c'est tout. On fait partie de la société, on doit faire partie des séries, des œuvres culturelles en général, donc c'est super important. Et ça malheureusement, je sais pas si c'est un truc que tu abordes beaucoup, mais nous en comics et dans le milieu un peu le petit milieu du comics, c'est quelque chose qui a fait beaucoup jaser plein de gens. Il y a plein de gens qui n'ont pas l'empathie
pour se dire oui, enfin il y a des gens qui ont besoin d'être représentés. Donc souvent c'est des hommes blancs quarantenaires qui disent ah mais non c'est pas possible d'avoir que de se dire une petite on ramène des héroïnes ou des personnages racisés. Ah mais non moi je veux mon Captain America blanc. Même quand il y a eu Oracle qui est donc un personnage en fauteuil roulant. Ah oui. Il y a des gens qui avaient râlé dessus. Oui. Et il y a maintenant il y a des gens qui, enfin, il y a beaucoup de gens qui, et il y avait tout un, on en avait parlé il y a pas longtemps. C'est Gail Simmons. Non, je sais plus si. Non. Il y avait eu un truc comme quoi, il y avait des parce que Oracle, donc le personnage de Barbara Gordon, qui dans Killing Joke s'est fait tirer dessus par le Joker et après ça s'est fait tirer dessus et violer, voilà. Et donc à partir de ce moment-là, elle était en fauteuil roulant, et à partir des New 52, donc à un moment où ils ont relancé l'univers de zéro, elle n'était plus en situation de handicap, elle est redevenue Batgirl. Et du coup, il y a plein de gens qui étaient super contents d'avoir quelqu'un qui les représentait, quelqu'un qui était actif dans l'univers de Batman et qui aidait beaucoup Batman. Et finalement, pour en faire, je veux pas dire du mal de la série, tout en disant du mal parce qu'elle n'était pas terrible. La série de Gail Simone, elle n'était pas terrible. Et les séries d'après n'étaient pas terribles. En plus, elles étaient faites par quelqu'un qui faisait du grooming en convention. Donc on va pas les. Pas l'essentiel, James. Oui, voilà. Donc ouais, la représentation, c'est fou à quel point. En fait, à partir du moment où on n'est pas concerné, les gens n'arrivent pas à comprendre quoi. C'est dingue. Hein. Sur Doctor Who, il y a des gens qui ont râlé parce que dans Unit, il y avait un personnage en fauteuil roulant, il y avait une personne de petite taille. Enfin, voilà quoi. Genre forcément. C'est dingue. Hein, moi, je trouve que c'est juste du manque d'empathie. De se dire non, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un et me dire que grandir sans avoir de figure où je puisse me représenter, où je puisse me dire ah oui regarde il y a quelqu'un qui me ressemble dans cette histoire, comme eux ils ont grandi forcément avec tous les il me dit arrête non c'est parce que tu cries je te dis pardon mais et c'est dingue de voir. Et du coup il y a pour la petite histoire il y a tout un petit groupe qui s'appelle le Comic Gate qui s'est formé et qui milite pour qu'on enlève toutes ces représentations, parce que pour eux il ne devrait y avoir que des hommes et que des blancs dans les comics, et surtout pas de femmes qui écrivent, parce que vraiment faut pas de femmes qui travaillent dans le comics. On est trop sensible. Voilà. Mais du coup, en fait, c'est aussi biaisé, en fait, si on regarde bien, parce que c'est-à-dire qu'on voit le monde par le biais, en fait, des personnes qui sont blanches, normées, valides, cisgenres, hétéros. C'est biaisé aussi. La société, elle est pas comme ça. La société, elle est pas uniforme. Et donc, en fait, n'avoir que des histoires écrites par et pour cette norme qui est complètement construite socialement, en fait, ça fait des histoires biaisées. On ne raconte pas toutes les histoires qu'il y a à entendre et à voir. Et donc, on a besoin de voir et d'entendre d'autres histoires. Exactement. Je ne peux être que d'accord avec ce que tu viens de dire. Faye, est-ce que tu veux finir avec ta reco ? Oui, bien sûr. Alors moi, je vais finir sur une note positive. Je vais vous partager mon coup de cœur du moment, qui est l'excellent manga Bloom, qui a débuté son adaptation en animé chez le tonton du Japon, mais qui va arriver sur Netflix en septembre. Donc si vous pouvez, attendez septembre. Mais c'est trop bien. C'est disponible chez Nobi en France et c'est écrit par Saka Mikami. Et en gros, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça se passe dans un endroit où il y a deux lycées qui sont côte à côte. On a d'un côté un lycée privé pour filles, vraiment bien huppé, bien recommandé et tout. Et juste à côté, il y a un lycée public pour garçons. Ouh là là, on dit mon Dieu, c'est des vilains, c'est des mauvais ces garçons et tout. Et bref, les filles, elles aiment pas le lycée pour garçons et le lycée pour garçons n'aime pas le lycée pour filles. Mais manque de peau, eh bien, il y a un jeune homme. Tout le monde a peur de lui, mais en fait, il est super gentil. Sa maman et son papa, ils ont une pâtisserie.
Si ça déjà c'est pas fantastique. Et ce garçon un jour il rencontre une jeune fille de ce lycée qui est super gentille, qui est bonne élève et tout, mais voilà quoi, elle est toute mignonne et elle a une passion dans la vie, et c'est la gourmandise, c'est manger les gâteaux, et elle vient souvent à la boulangerie de ce garçon, enfin la pâtisserie de ce garçon. Et les deux vont nouer une amitié, et de leur amitié fait qu'il va y avoir un dialogue qui va s'installer entre plusieurs personnages, des filles, des garçons de cette école et tout. Et c'est vraiment, c'est trop mignon, c'est génial. Ça parle du fait de pas juger les personnes sur leur apparence, sur leur statut social, sur plein de choses. Et c'est méga positif, vraiment. Là, il y a 4 tomes qui sont sortis et c'était un bonheur à lire à chaque fois. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je peux que vous le recommander. Foncez. Et puis le 7 septembre sur Netflix vous aurez l'animé. Allez-y si vous voulez découvrir par ce biais-là, parce que vraiment c'est génial. Et c'est encore une fois c'est important de passer au-dessus des idées reçues. Et on voit que au Japon malheureusement souvent c'est un truc qui arrive, surtout au niveau des classes, au niveau pareil, si la personne elle est handicapée ou pas, il y a vraiment tout un truc. On va en parler je pense avec nos sélections. Mais voilà, ça m'a touché au cœur. Voilà James. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces recos. Comment vous voulez qu'on fasse pour je peux commencer si vous voulez ou vas-y, lance-toi. Fais donc. Attends, que vas-tu nous présenter mon cher James? Alors moi j'ai cassé les couilles à tout le monde avec Slam Dunk. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Non, il y a pas des enfants qui nous écoutent. Peut-être qu'il y a des enfants. Bon, j'ai embêté tout le monde en disant allez voir le film Slam Dunk. C'est le meilleur film de la terre. C'est le meilleur film sur le basket. C'est le meilleur. Slam Dunk est le meilleur manga de sport, tout manga confondu. Mais c'est un manga qui est écrit par, alors je m'excuse si je le dis mal, Takehiko Inoue, qui est un mangaka qui est né en 1967 dans la préfecture de Togashima, qui est passionné de basket depuis qu'il est tout petit. Il a débuté sa carrière très jeune et il a débuté sa carrière pas avec n'importe qui, puisqu'il a commencé avec Tsukasa Ojo. Faye, est-ce que tu peux nous dire qui est Tsukasa Ojo? Eh bien, c'est l'auteur d'un de mes mangas préférés d'enfance qui est Cat Size, et il a aussi fait City Hunter, donc Nicky Larson en français, et aussi un manga que j'ai lu qui était plutôt intéressant et un peu pas osé pour l'époque, mais il a fait Family Combo. Ah oui, effectivement. Alors, ça a un peu vieilli maintenant, mais en gros, le principe, c'est que c'est une famille où le père est une femme trans et la mère est... Attends, non, je vais y arriver. Le père est un homme trans et la mère est une femme trans. Ça, voilà, j'arrive pas. Mais pour l'époque, c'est plus du travestissement, non? En fait, pour l'époque, c'était présenté comme ça, mais quand tu le lis, je pense qu'il y a plus un côté transition. Je vais prendre les mots de Hélène de chez Bunka. Ouais. Si vous connaissez pas Bunka, allez chez Bunka, c'est la meilleure librairie manga de Montpellier. Et elle disait qu'apparemment le travestissement et c'est courant au Japon. Il n'y a pas de. Ils ont pas la façon dont c'est fait, t'as vraiment l'impression qu'il essaie de parler plus de transitionnement. Enfin, moi, je l'avais pris comme ça quand je l'avais lu. Après, c'est parce que quand on avait parlé de foot basket, il y avait un autre. Pareil que foot basket. Ok. Voilà. Bon, voilà. Si vous avez l'occasion, lisez Family Combo. Donc, il a été assistant de Tsukasa Ojo, ce qui fait qu'on commence déjà sur des grosses bases parce que niveau dessin, City Hunter, Cat Size, ça va, on se pose là. En 90, il a lancé Slam Dunk, qui à la base était un espèce de manga Furio, mais qui a fini un vraiment grand manga sur le basket. Et comme je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi le meilleur manga de sport tout confondu. Vraiment tout est génial dans ce manga, et bon, lisez Slam Dunk si vous aimez les mangas de sport, et regardez le film d'animation parce que il a détesté la série d'animation qui a été fait par je sais plus quel studio, et il a tellement détesté qu'il a
essayé il a racheté lui-même les droits de la série d'animation pour réaliser son propre film, qui est, bon, je le dis pour les gens qui n'ont jamais vu Slam Dunk, qui est la fin, qui est le tout dernier match de Slam Dunk. Mais vous pouvez quand même regarder, même si vous n'avez pas lu le manga, vous pouvez quand même regarder le film, puisque ça s'intéresse à d'autres personnages dans lesquels il n'avait pas appuyé l'histoire. Tu vas nous faire une émission spéciale. Oui, bon, je vais pas lancer une émission Slam Dunk, mais lisez Slam Dunk, c'est trop bien. Après Slam Dunk, le mec s'est dit, oh, j'ai révolutionné l'histoire du manga de sport, je vais faire Vagabond. Attends, juste, tu peux juste baisser parce que ça résonne vachement maintenant, j'entends pas bien et ça me fait mal. Donc, je disais, je vais peut-être pousser un peu mon micro. C'est peut-être ton volume. Mon volume? Ah, je peux peut-être baisser, effectivement. Parce que tu cries, du coup. Vas-y, fais voir. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, tu vois, ça résonnait dans mon casque, c'était pas bon. C'est le retour qui était un peu fort, peut-être. Donc, je disais, après avoir révolutionné le manga de sport, il s'est dit, tiens, si je révolutionnais le manga de samouraï avec Vagabond, et si, Stolas pourra peut-être me le dire. Donc il avait fait tous ses premiers mangas à la plume, pas à la plume, à l'angle de Chine et comment dire. Oui, à la plume, tout simplement. Oui. Et Vagabond, il s'est dit, je vais passer au pinceau. C'est quand même genre comme si on reprenait du début et on réapprenait complètement le dessin autrement, et il a fait Vagabond, qui est l'histoire d'un samouraï qui a vraiment existé, qui a écrit je sais plus comment ça s'appelle, le truc des 7 roues, je sais pas quoi, enfin bref, sur soi-disant apparemment le meilleur bretteur de cette époque du Japon, qui s'appelle je l'ai noté quelque part. Pourquoi tu nous fais toute sa bio en fait? Oui, il a pas fait 30 millions de trucs, donc Miyato Musashi, et en fait c'est une histoire qui est, je vais pas vous parler de cette histoire, mais c'est une histoire assez déprimante, et il a voulu repartir sur un truc un peu plus qui lui faisait du bien, et en fait quand il a commencé Slam Dunk, il s'est beaucoup investi dans le basket au Japon, et c'est un peu lui qui a relancé le basket au Japon, et il y a des gens du handi-basket qui sont venus le voir, qui ont discuté avec lui, et ça l'a un peu, il a fait des recherches, ça l'a un peu retourné, et il a lancé en 99 une série qui s'appelle Real, qui parle de basket mais de handi-basket. On va suivre 3 personnages différents. Alors il y a Tomomi Momiya, qui est un lycéen qui a quitté son lycée parce qu'en fait il a eu un accident de moto avec une jeune fille qu'il venait de rencontrer, et en fait lui n'a rien eu, mais la jeune fille elle est tombée paralysée, et du coup il a la culpabilité d'avoir paralysé quelqu'un. Et il va essayer de chercher toute sa rédemption au travers du basket, et il va essayer de devenir basketteur professionnel, ce qui est compliqué. À côté de ça, il y a Kimoyo Haru Tagawa, excusez-moi, qui était un athlète lycéen aussi, qui allait être un athlète prometteur, mais qui a eu une maladie. On a dû lui amputer sa jambe à cause d'un cancer, et du coup il a commencé le handi-basket, et c'est grâce à lui un peu qu'on découvre le handi-basket au début. Et il y a un 3e personnage qui est assez important. Moi, c'est celui qui m'a le plus touché. C'est Isanobu Takahashi, qui est un élève très très populaire dans le lycée du premier personnage, et qui a un peu repris le poste qu'avait le premier personnage, et qui lui en fait il est dans le truc de basket, mais il fait pas vraiment d'efforts parce que naturellement il est doué. C'est quelqu'un de très très arrogant, et qui va prendre directement de haut Tomomi, et malheureusement il va lui arriver un accident. Il va être percuté par une voiture ou par un camion, je ne sais plus, et il va se retrouver paraplégique. Et en fait on va voir vraiment de A à Z toute la rééducation du personnage, et à quel point
c'est douloureux. À quel point on passe par des étapes. Vraiment, Real, c'est un truc, c'est du seinen, donc vraiment c'est un truc adulte, à mettre entre toutes les mains. Moi, j'ai une personne paraplégique dans ma famille, et il y a vraiment des scènes qui ont été dures à lire. Parce que vraiment, je me dis, l'empathie de me dire merde, en fait, mon cousin, parce que c'est mon cousin vit ça au jour le jour. Ça m'a bouleversé, et voir la force que ça demande à ces personnes de tout ça demande pour rien que juste se lever, enfin pas se lever, rien que je veux dire s'asseoir. Parce qu'au début, il arrive même pas à s'asseoir, il arrive même pas à rien que même mettre le lit de façon verticale. Pour lui, c'est impossible parce qu'il a passé des mois et des mois allongé, et il y a tout un fait dû à l'équilibre. Enfin, c'est vraiment bien expliqué de façon très médicale et très scientifique. Et le manga est bouleversant. Pour l'instant, il y a 16 tomes de sortie, le manga n'est pas fini. Vraiment, c'est un des plus beaux mangas que j'ai eu la chance de lire, parce que il a toujours autant de talent, il sait toujours aussi bien dessiner le basket, parce qu'il y a des scènes de handi-basket qui sont super intéressantes à voir. Ça nous permet de nous intéresser à un sport auquel on s'intéresse pas forcément, puisque on en parle pendant les Jeux paralympiques, mais on regarde pas forcément les matchs ou ce genre de choses. L'histoire de chaque héros est vraiment bouleversante, et en plus il y a un truc qui est intéressant, c'est comment est vu le handicap au Japon, et à quel point en fait, à partir du moment où t'es vraiment vu comme un parasite, ou enfin il y a vraiment une violence de la société par rapport aux gens en handicap, qui sont vus. En fait, tu peux plus contribuer à la société, donc tu es, pour eux et pour on voit ses proches, parce qu'on voit plein de ses amis. Elle a commencé au début, ils viennent le voir, et puis au bout d'un moment, il le zappe totalement, parce que pour lui, c'est devenu un parasite, c'est devenu j'arriverai même pas à le dire tellement c'est choquant. Et je vous conseille fortement Real, parce que c'est bouleversant, c'est génial, et c'est très beau. Voilà. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que ce côté-là, en fait, d'être un poids pour la société en tant que personne handicapée, c'est déjà très présent dans la société française, et j'imagine que dans la société japonaise, ça doit être encore plus prégnant, parce qu'il y a vraiment ce rôle, cette culture du travail, etc., qui fait qu'en gros, si on n'est pas capable de travailler, de rentrer dans les normes, de fonder une famille, d'être dans le moule comme ça, de le schéma extrêmement traditionnel, en fait, on est effectivement rapidement considéré comme comme un poids mort ou quoi que ce soit, et c'est vraiment des façons complètement validistes de voir les choses, mais en tout cas c'est extrêmement violent pour les personnes concernées, parce que on n'est pas forcément handicapé de naissance, ça peut arriver suite à un accident, une maladie, plein de raisons, on peut être handicapé au cours de la vie, et en fait de passer du jour au lendemain, entre guillemets, de la catégorie des personnes qui sont vues comme productives, utiles à la société, à d'un coup une catégorie qui est perçue comme inutile à la société, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent parce que on nous a appris, on nous a inculqué, même en France, encore une fois, que finalement notre valeur en tant qu'être humain se définit par ce qu'on apporte à la société, par notre valeur travail, notre valeur productive. C'est tout le côté du capitalisme, on va dire. On est là pour accomplir un travail, etc. Et si on peut pas l'accomplir, si on est moins productif que les autres, en fait, on est relégué dans une catégorie qui n'est pas très enviable, parce que elle est mal perçue. Et ça, c'est extrêmement dur de se détacher de ça et de se dire que on a notre utilité, on a notre importance en tant qu'être humain, même si on n'est pas utile d'un point de vue productif. Et du coup, j'imagine qu'effectivement, au Japon, c'est encore plus poussé, en fait, comme manière de penser, de fonctionner socialement, quoi. À Takahashi, c'est totalement ce qui lui arrive, puisque il a au début c'est le cool kid
par excellence celui qui va être dans les meilleures universités, qui est le capitaine de l'équipe de basket, qui va avoir le meilleur avenir et qui d'un coup va avoir son avenir être coupé. Je veux pas trop spoil, mais sa mère va l'abandonner et il va devoir renouer avec son père qu'il a pas vu depuis je sais pas combien de temps. Et il va y avoir tout un lien. Et lui va passer par parce que lui-même a dans sa tête le truc de je deviens un parasite, je suis quelqu'un qui n'est plus utile à cette société, qui, comme tu disais, au Japon, il y a un côté très en fait, il faut contribuer à l'ensemble du groupe. Et à partir du moment où tu ne contribues pas à l'ensemble du groupe, et ben tu n'existes plus, tu n'es plus dans le groupe. Et c'est fou, quoi. Ouais, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, dans un des mangas que j'avais lu et que j'ai hésité à aborder, donc qui était Atypical Girl sur une fille autiste, il y a des choses qui m'avaient choquée, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage, du fait qu'elle était autiste, elle se prenait des violences verbales et physiques de la part de sa propre famille. On l'a bourrée de cachets pour, en gros, on te file des cachets, tu te calmes. Et si elle osait parler, si elle osait s'exprimer, c'était l'enfer. Et à un moment donné, elle essaye de s'en sortir, de trouver un boulot. Et quand elle arrive sur le boulot, c'est limite genre, tu penses pas comme les autres employés, comme les autres travailleurs. C'est pénible de t'avoir sur le dos, c'est insupportable, c'est machin. Et elle se reprend encore des violences. Et si elle bosse pas, elle se prend des violences parce que elle bosse pas et qu'elle touche des aides ou des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vraiment, moi ça m'a énormément choquée. Et c'est encore pire parce que déjà dès l'école, comme elle pense pas comme les autres élèves, même les profs maltraités, quoi. Et c'est un personnage qui a des traumas et qui n'ont pas été traités à part sur prendre des cachets et tais-toi, quoi. C'est très 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 violent. J'ai fini. À part vous recommander encore une fois Real et puis Slam Dunk et puis Vagabond. Bon, Vagabond est pas fini et je pense qu'il va pas finir on n'aura jamais la fin de son. Mais si vous avez envie de voir des beaux dessins et un mec qui découpe des gens, allez-y, c'est cool. Voilà. Le handicap sous l'angle de la création du handicap. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Et d'ailleurs, c'est fou. Il y a un des son espèce de, bon, je spoil un peu, mais son rival ultime est sourd et muet. Non, il est aveugle et sourd. Et ça reste quand même C'est un type d'histoire qui revient souvent au Japon parce qu'il y a un bouquin qui était sorti qui raconte l'histoire d'une fille qui est aveugle, sourde et muette. Et en fait, ça a été souvent adapté et t'as même des mangas qui vont y faire référence. Je pense notamment au manga sur le théâtre où c'est une fille qui va être la meilleure actrice du monde et à un moment donné, elle doit jouer le rôle de ce personnage-là. Et en fait, pour jouer le rôle, elle va s'enfermer dans une baraque pour se couper ses sens et pour comprendre ce qu'a ressenti la personne. Et en fait, quand elle fait ça, elle se prend plein de violence. Donc déjà, ça en parlait aussi, quoi. Ouais. Mais le personnage est quand même très fort puisqu'il bute tout le monde, il bute plein de gens malgré son handicap. Zatoshi, si je prononce bien, qui est un masseur mais qui tabasse des gens, qui est aveugle. Il y a eu plein de films sur le personnage, dont une version avec Takeshi Kitano qui est très bien. D'accord. Bah voilà, des petits conseils cinéma en même temps. On va profiter, c'est gratuit. Qui c'est qui va enchaîner? Comme vous voulez. Faye. Bon. Vas-y. Remarque, tu pourras après rebondir sur ce que je dis parce que je pense qu'on va. Oui, comme c'est un truc sur. Parce que du coup, moi, je voulais parler. Ouais, vas-y. Tu veux dire quelque chose? Je veux dire en tout cas merci James parce que je crois que c'est la première fois que quelqu'un me donne envie de lire un manga qui parle de basket. Je sais pas trop mon truc, les trucs qui parlent de sport, mais écoute, là, tu as éveillé mon intérêt. Mais franchement, c'est trop bien. Les deux mangas sont trop bien. Enfin, les Slam Dunk et un jour, tu feras ton émission spéciale Slam Dunk et j'y serai pas. Voilà, je le dis. Non. Moi, je vais vous parler d'un titre qui m'a extrêmement touchée et qui m'a fait du bien en même temps. Donc, ça s'appelle A Sign of Affection. Alors, je vais essayer de dire le titre original qui est Yubisaki to Renren, je dirais. Voilà, excusez mon accent, qui date de 2019. En France, vous avez 12 volumes qui sont disponibles et vous avez une adaptation animée qui est disponible sur Crunchyroll avec de la VF qui est pas trop mal pour la VF. Ouais, c'est vrai que la VF est pas mal. Ouais, alors ça a été fait par un duo qui se fait appeler Morishita Su
Et donc c'est un duo en fait. D'accord. Et en fait, comment est né ce manga? Déjà, je vais vous faire le pitch et je vais vous expliquer un peu comment c'est né. Donc le pitch, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Yuki, qui est rentrée en fac. Et en fait, elle est donc sourde et muette. Donc sourde, c'est-à-dire qu'elle entend rien du tout parce que justement le manga explique les différences. Mais non, elle est pas muette. Il y a un moment où ils disent qu'elle est pas muette. Elle est muette. Elle est muette. Elle essaie juste de refaire des sons, mais elle est muette en fait. Elle est sourde et muette. Elle est née comme. Oui, mais elle rigole donc. Oui, non, enfin, mais tu bref, peux faire des bruits, mais elle peut pas parler. Et il explique dans le manga. Oui, bon, excusez-moi. On s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais ils expliquent dans le manga, donc je vais pas. Bon bref, donc elle entend rien. Et en fait, elle va en fac et elle décide en fait de quitter un peu son cocon parce qu'en fait, depuis qu'elle est née, elle est restée dans une seule école qui était une école spécialisée qui fait de la maternelle à la fin du lycée. Et donc, elle a jamais rien connu en dehors de ce cocon-là où elle était avec des personnes qui parlaient la langue des signes. Et donc, elle décide en fait d'aller à la fac parce qu'elle a envie d'explorer le monde, elle a envie de voir ce que ça fait de vivre comme les autres en fait. Et quand elle va arriver à la fac, elle va rencontrer une jeune fille qui va l'aider pour prendre des notes, des choses comme ça, elles vont devenir amies, mais surtout elle va rencontrer un BG. Et oui, un BG aux cheveux argentés qui lui en fait est un voyageur et il a une particularité, c'est que il parle 3 langues, mais il se passionne, il essaie toujours d'apprendre de nouveaux langages. Et en fait, ils se rencontrent dans le métro et elle essaie de lui faire comprendre qu'elle parle pas. Et le mec, quand il voit ça, qu'il voit sa détermination, qu'elle essaye de communiquer et tout, ça le passionne. Et au départ, il a envie d'apprendre la langue des signes pour apprendre à communiquer avec elle et à la connaître. Et donc, en fait, c'est un manga qui va parler de commencer d'être une personne sourde dans la société japonaise, mais surtout qui parle de communication. Et on va voir qu'en fait, c'est pas parce que tu parles que tu vas mieux communiquer qu'une personne qui s'exprime en langue des signes. Et en fait, au travers de leur histoire et de leur histoire d'amour naissante, on va rencontrer d'autres personnages, on va observer d'autres histoires d'amour, d'autres interactions, et on va voir à quel point, en fait, dans la vie, c'est difficile de communiquer. Peu importe la façon dont tu le fais, c'est difficile. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que la façon dont ils en parlent, c'est vrai que la fille, elle fait sa vie, c'est pas parce qu'elle est sourde, c'est pas parce qu'elle peut pas parler autrement que par la langue des signes que elle peut pas vivre comme tout le monde. Alors oui, elle a des difficultés, par exemple, il faut qu'elle fasse gaffe à ses objets parce que si ça tombe, elle les entend pas. Il y a des moments où genre elle est dans la rue, il y a un mec qui vient pour la draguer, elle l'entend pas, et le gars bien sûr, vous vous en doutez, il comprend pas, il croit que ses appareils c'est un casque audio, il lui arrache limite les appareils, donc c'est violent, elle se prend des trucs comme ça. Pour aller à l'école, c'est elle-même qui a dû se débrouiller à trouver une personne qui accepte de prendre les notes pour elle, vu qu'elle entend pas les profs. Et c'est là qu'on découvre qu'au Japon, c'est pas automatique. Il faut que ça soit des étudiants qui décident d'aller voir l'administration en disant voilà, moi je me porte volontaire pour aider des personnes en situation de handicap. Donc déjà on découvre ça quoi. Ouais, parce que là c'est une personne qui est une année au-dessus d'elle qui l'aide. Oui, c'est ça. Et pareil, on découvre aussi que dans la société, par exemple, des fois il y a certaines familles où c'est compliqué. Par exemple, on apprend que le frère de l'héroïne, il avait une amie, qui voulait l'épouser, qui a refusé de l'épouser parce que elle voulait pas avoir le poids de la sœur. Genre en gros, ta sœur elle est sourde, j'en veux pas quoi. C'est super violent. Et on voit à quel point en fait être parent d'une personne en situation de handicap au Japon, c'est compliqué parce qu'ils sont tout le temps en train de stresser pour cette personne. Ils ont toujours peur que il lui arrive quelque chose, qu'elle soit pas acceptée, que ce soit compliqué. Mais le manga, je trouve, en parle de façon intelligente et on voit des parents qui, au contraire, se disent voilà, on va te donner toutes les armes possibles pour que tu t'en sortes. Et genre à la maison, des fois ils parlent en langage des signes, parfois ils vont utiliser les téléphones portables, parfois ils vont parler oralement pour qu'elle s'entraîne à lire sur les lèvres, de façon à ce qu'elle soit vraiment armée pour te sortir dans toutes les situations. Mais il y a des fois c'est compliqué, genre à moi elle va faire les courses, à la caisse la personne elle porte un masque et elle peut pas savoir ce qu'elle lui dit, tu vois. Et pareil, quand elle cherche un emploi, elle a beau expliquer qu'elle est sourde, les gens ils gardent un masque et elle peut pas répondre. Et souvent elle va se faire rejeter parce qu'ils disent elle est sourde, forcément elle est pas capable de travailler. Donc ça demande vraiment beaucoup de courage à ce personnage-là. Mais voilà, en même temps c'est un manga qui est super positif. Qui donne envie justement d'essayer de comprendre l'autre
Et moi, ça m'a poussé à faire des recherches justement. Et c'est là que j'ai appris qu'au Japon, en fait, il n'y avait pas qu'une seule langue des signes, il y en a deux. Il y en a une un peu plus ancienne qui va se baser sur les kanji un peu plus anciens et une un peu plus moderne qui va être un peu plus simpliste. Et en même temps, ils connaissent aussi certains signes qui vont être des signes un peu internationaux. Genre, par exemple, j'ai appris que le signe je t'aime, il y a un signe international qu'on utilise même en France. Du coup, j'ai appris. Je peux dire je t'aime en langue des signes. Je pense que ça, c'est important. Bon, alors ça, il y a ça aussi. Mais le truc, c'est genre, tu mets comme ça sur le cœur. Ouais, un truc comme ça. Bon, je le fais mal parce qu'on voit pas avec la caméra. Mais voilà. Et pour faire ce manga, non seulement ils ont lu beaucoup de choses, les deux, mais surtout, ils ont une personne avec eux, une assistante, qui est une personne sourde et qui partage avec eux son expérience, qui relie tous les textes, qui relie toutes les cases et qui leur fait justement les signes et tout. Donc vraiment, c'est pas genre j'invente quoi. Ils se basent vraiment sur un modèle. Elle leur fait des signes et ils essayent de les interpréter pour pouvoir rendre le mieux possible. Mais voilà, c'est vraiment une belle histoire. Les persos sont très touchants et je trouve ça cool parce qu'à aucun moment, tu vois, on va la prendre pour une débile. Son entourage, tu vois, ils vont au contraire dire c'est cool, on essaie de communiquer avec toi, on essaie d'échanger et à aucun moment ils vont alors que t'as d'autres personnages qui lui parlent genre comme si elle était débile, genre bonjour, tu vas bien, tu me comprends, tu vois, comme si elle avait 2 neurones, alors que non quoi, c'est complètement débile. Et par contre à côté de ça, il y a un personnage que je trouvais un peu gênant qui pour le coup je trouve il est vachement validiste parce que mais gars, il évolue, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais le gars en fait c'est un copain d'enfance et en fait il est tout le temps dans la surprotection, il est limite agressif, genre il lui dit forcément s'il y a un mec qui s'intéresse à toi c'est parce qu'il veut abuser de toi parce que t'es handicapé, il laisse pas du tout le bénéfice du doute, il pense qu'elle est pas capable de faire des choses s'il est pas là et en même temps ce gars il s'intéresse beaucoup à ça et en fait il va évoluer jusqu'à dire bah non en fait j'ai envie d'apprendre ce langage pour pouvoir aider les gens à s'insérer. Donc il va comprendre que ce qu'il faisait au début c'était pas bien, mais tout le début c'est hyper gênant. Il y a plein de fois j'avais envie de le Moi j'ai trouvé intéressant ce personnage. Enfin, du coup regarder l'animé avec toi. Ouais. J'ai trouvé l'animé est vraiment cool. Vraiment si vous avez l'occasion de le mater, il est vraiment intéressant. Mais j'ai appris plein de signes japonais. Oui. Et ce personnage, ok, mais dès le début on voit c'est un connard. En fait sa sœur est dans la même école que lui. Donc à cause non, de... c'est pas ça, c'est que en fait sa sœur elle a rencontré Yuki l'héroïne l'été pendant qu'elle se croisait tu vois dans un centre pour les vacances où tu peux prendre des bouquins genre une bibliothèque, enfin t'as plein d'activités et tout et en fait la petite elle s'est liée d'amitié avec Yuki et elle a appris le langage des signes pour jouer avec elle et lui c'est en voyant ça qu'il s'y est mis en fait. Et oui, donc le mec connaît la langue des signes et effectivement il a le côté très validiste en mode ah oui tu es incapable de faire quoi que ce soit, je dois être là pour faire pour t'aider à faire tout. Il va être jugeant envers tous les gens qui s'intéressent à elle et de façon assez véhémente. Alors que le BG, il est pas du tout comme ça. Oui, et le personnage, dans une démarche le personnage masculin est super intéressant. Et c'est quelqu'un qui a une histoire qui, je vais pas la spoiler parce qu'il y a un twist à un moment donné sur son histoire, et c'est super émouvant. J'ai eu la petite larmonnette, et tu vois que c'est quelqu'un qui est vraiment dans genre, pour pouvoir aider les autres, il faut que je les comprenne. Il faut que je comprenne leurs problématiques et que je les écoute et que s'ils ont besoin vraiment, je les aide. Pas que j'arrive et que je force, tu vois. Et c'est super cool. Enfin, il est vachement, tu vois, pareil, il demande toujours le consentement avant de faire quelque chose. Par exemple, rien qu'un baiser, tu vois, pour pas lui faire peur ou des trucs comme ça. Ah oui. Il va lui dire, on va convenir d'un signe. Si je te fais une petite caresse sur la joue, ça veut dire que j'ai envie de t'embrasser, tu me dis si tu veux ou pas. Oui, parce qu'il y a un moment où il y a une confusion. Ouais. Il va lui faire un signe, il va croire qu'elle veut, qu'elle accepte qu'il l'embrasse. Et en fait, elle avait compris. Elle avait compris embrasser et pas embrasser. Enlacer, ouais. Donc. Voilà, enfin bref. C'est marrant. Non mais le personnage est vachement intéressant. Ouais. Bon, c'est slow burn, hein. Vraiment. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils se mettent vite ensemble. Hein. Oui, non, mais ça, ils ont fait un bisou en une saison. Oui. Ça va quoi. C'est la romance japonaise. C'est la romance japonaise. Ça avance très 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 lentement. On s'en fout. Au moins ils se comprennent. Ils se comprennent mieux que d'autres gens, tu vois. Effectivement. Il n'y a pas beaucoup de demi-mesures, j'ai l'impression, dans les mangas où
où c'est extrêmement lent à se mettre en place, extrêmement pudique, ou c'est too much en fait. C'est ça. Ou alors le mec il va à fond et le consentement il en a rien à carrer. Mais moi voilà, ce qui m'a le plus gêné, c'est en fait la société japonaise où t'en as qui en a rien à carrer. Ouais. Ils regardent même pas. La personne elle lui fait un geste en disant je peux pas parler. Enfin tu vois, elle essaie de lui expliquer. Le gars en face en a rien à carrer. Il parle plus fort. Nous on le voit, mais elle l'entend pas. Mais nous on le voit et on entend que le mec il parle plus fort. Genre comme si en parlant plus fort, elle va l'entendre, alors qu'elle lui fait comprendre qu'elle entend rien. C'est. Mais le manga est très. Enfin, j'ai pas lu le manga, mais l'anime. Le manga cool. est très bien. L'anime est cool. L'animé, il doit adapter à peu près, je pense, 5 tomes. 5 tomes quoi. Donc il y en a 12. Donc vous pouvez lire. Là, tu l'as lu, non? Parce que tu voulais en parler aussi. Non, pas encore. Non. Ah, ok. Eh ben, je te le conseille. Vraiment, c'est très bien. Je crois qu'on se rejoint sur les thématiques avec Faye ce soir. Bah, vas-y alors, continue. Alors moi j'ai choisi un manga. A Scene of Affection, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu ou vu. Mais par contre, je voulais vous parler ce soir de Hidemari ga Kikoeru. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Avec le titre français, c'est Entends-tu le chant du soleil? Bon, ça dit pas grand-chose vu comme ça, mais c'est très très chouette. C'est un manga qui a été publié à partir de 2016. Il y a 8 tomes qui ont été publiés. C'est un boys love. C'est la première fois que je lis un boys love. Donc, en gros, c'est une histoire d'amour, mais très pudique, très sentimentale, pas du tout, voilà. Et ce qui m'a intéressé, c'est pas cet aspect-là. C'est vraiment l'aspect, en fait, c'est une histoire qui parle de deux jeunes, un qui est valide et l'autre qui est malentendant. Et pourquoi ça m'a beaucoup touché ce manga? Alors, d'une manière générale, je suis pas une immense lectrice de manga. Il y a pas mal de choses qui me triggerent un peu dans les mangas. Notamment, j'avais lu des mangas dans le cadre d'un prix littéraire jeunesse autour du handicap. J'avais lu Running Girl, ça m'avait pas du tout plu, qui parle d'une jeune fille qui est handicapée et qui va se mettre à la course de fond avec des prothèses, tout ça. Ça m'a pas du tout plu parce que justement, il y a le côté de relations toxiques, de la jeune fille, toujours la petite fille fragile comme ça, qui rougit, qui s'évanouit dès qu'un mec lui parle. Ça m'a gonflé immédiatement, je dois avouer. Mais j'ai beaucoup aimé parce que déjà, je trouve ce manga, il est hyper réaliste en fait, il est hyper simple sur la façon dont les choses se déroulent et se passent. Et donc, il parle d'un jeune étudiant qui est malentendant. Et moi-même, j'ai oublié de préciser au début du podcast, mais moi-même, je suis malentendante. C'est-à-dire que j'ai une surdité bilatérale. En gros, les deux oreilles fonctionnent que à moitié bien. Et j'ai passé une majeure partie de ma vie en n'étant pas appareillée, en étant juste malentendante dans un monde entendant, et sans dire que j'étais malentendante, dans un déni profond de mon handicap. Et du coup, en lisant ce manga, j'ai retrouvé en fait tellement de choses de mon vécu quotidien que j'ai trouvé ça vraiment extrêmement réaliste, extrêmement pertinent, vraiment de la part du point de vue d'une personne complètement concernée. Je vous raconte juste le début de l'histoire comme ça, sans spoiler. En gros, d'un côté, il y a Taichi qui vit seul avec son grand-père. Il a pas de sous. Il enchaîne les petits boulots pour arriver à financer ses études. On comprend que c'est pas un très bon élève. C'est ses profs qui l'ont poussé à continuer à la fac. Lui, il aurait juste trouvé un petit boulot et il serait pas allé à la fac. Et un jour, par hasard, par accident, il rencontre Kohei, qui vient d'une famille un petit peu plus, une bonne famille, qui est un bon étudiant apparemment, qui fait des études de droit. Et Kohei, sans un mot, ce jour-là, lui offre son repas et il disparaît dans la nature. Et il découvre ensuite que Kohei est sourd, qu'il a pas bonne réputation parce qu'il est perçu comme hautain, insensible, etc. Et Taichi décide de pas accorder de crédit à ces rumeurs. Et il découvre par hasard, en fait, que justement, faille en parler, que Kohei, en fait, il cherche un preneur de notes pour prendre ses cours. Et les preneurs de notes, c'est des étudiants bénévoles qui vont aider d'autres en cours à prendre leurs notes. Donc, les étudiants notamment sourds. Et donc, voilà, il va prendre ce petit job au départ en se disant, tiens, ça va peut-être être payé. Puis il découvre que c'est bénévole. Et il fait, moi, j'ai besoin d'argent.
Et en fait, Koei décide de le payer en repas parce qu'il comprend que comme il n'a pas d'argent, il mange pas à sa faim, et donc il le rémunère en repas. Et démarre donc une histoire d'amitié entre les deux. Et en fait, bon, les dessins sont très chouettes, il y a des petites situations rigolotes, mais en fait c'est du vécu quotidien, il n'y a pas d'histoire extraordinaire, il n'y a pas d'histoire de yakuza, de drogue ou je sais pas quoi au milieu. En fait c'est juste une histoire normale et banale de deux étudiants. Et il y a plein de situations, je disais, en fait, qui m'ont complètement rappelé mon vécu. Par exemple, à un moment donné, je sais plus, un des deux jeunes passe dans les couloirs et découvre qu'en fait, il donne des cours donc de langue des signes. Et il demande, en fait, je crois que c'est Koei, donc qui demande en fait, il y a des étudiants sourds ici, ils participent. Et le prof lui répond, ah non, les gens comme eux ne viennent pas ici. Sous-entendu, les personnes sourdes vont dans des écoles spécialisées et ils disent les gens comme eux sont en fait réaliser que la personne à qui ils s'adressent est aussi en situation de handicap. Et c'est très drôle parce qu'il m'est arrivé vraiment exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai un handicap qui n'est pas perceptible au premier abord. Donc la plupart des gens ne voient pas forcément que je suis handicapée. Et dans le cadre de ma chronique radio que je faisais, des fois je parlais à des gens de ma chronique. Et un jour, donc je racontais à une personne que j'ai cette chronique. Et il m'a répondu c'est bien ce que vous faites. Hein. Il faut faire des choses pour les gens comme eux. Et je suis là genre... Oui, pour moi aussi, en fait, je fais partie des gens comme eux, mais il y avait ce côté un peu condescendant de les gens comme eux, une catégorie à part. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et puis il y a aussi des choses qui sont moins drôles, mais qui sont du vécu quotidien, parce que Koei, il porte des appareils auditifs, parce qu'il est quand même un niveau de surdité assez prononcé. Et en fait, il montre vraiment dans le manga que, par exemple, quand il pleut, il y a des larcènes, en fait, il y a des bruits, il n'entend pas, il entend moins bien quand il pleut, ou à un moment donné, il s'interrompt parce qu'il est en train de parler dans la rue, il dit, attends, il y a du vent, je t'entends pas. Et moi, c'est ça, il suffit qu'il y ait un peu de vent, en fait, le vent passe sur l'appareil auditif, et ça me fait un espèce de chouintement par-dessus, et j'ai beaucoup plus de mal à entendre les gens, par exemple, dans la rue avec qui je suis en train de discuter. Et en fait, voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça, qui sont très chouettes, et il y a des choses, alors, on va jamais, par exemple, parler de discrimination systémique, de validisme. C'est pas du tout présenté sous l'angle collectif, mais maintenant il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce que ça fait que d'être d'une personne malentendante dans la société. Et justement, il y a ce côté, on n'est pas dans le monde des entendants, mais on n'est pas dans le monde des personnes sourdes. C'est complètement sourde, parce que justement, il dit au départ, Koei, il dit que lui, il a pas voulu apprendre la langue des signes, et que lui, il peut lire sur les lèvres, c'est beaucoup plus simple pour lui. Donc voilà, mais du coup, il y a tout le temps des jeunes, des étudiantes qui sont là, qui veulent le faire participer au cours, et lui, il en a marre, parce qu'il en a marre qu'on le gonfle avec la langue des signes. Il dit non, moi je lis sur les lèvres. Et du coup, voilà, il se retrouve un peu entre deux mondes, et notamment plus tard dans l'histoire. Alors j'ai lu que les 2 premiers tomes sur 8, honte à moi, j'ai pas encore fini la série, mais en tout cas il y a un deuxième personnage malentendant qui apparaît déjà dans le 2e tome et qui vient un peu compléter comme ça avec ses perceptions, qu'est-ce que ça fait effectivement qu'être malentendant. Et je trouve ça très chouette parce qu'à un moment donné, il y a une situation donc avec 2 personnages malentendants et ils décident de sociabiliser un peu, de faire un effort. Et ils se retrouvent au restaurant avec toute une tablée d'étudiants qui parlent très fort, qui échangent. Et à la fin, donc les 2 personnages malentendants se retrouvent dans le métro pour rentrer chez eux et ils débriefent. Et en fait, Koei dit que lui, en fait, ça l'a épuisé cette soirée, en fait. Toute l'énergie qu'il a dû mettre à suivre les échanges, à écouter, à suivre les gens qui parlaient, ça l'a vraiment épuisé. Et en fait, l'autre personnage qui s'appelle Maya répond qu'il était courageux d'avoir tenu bon toute la soirée, parce qu'elle, en fait, elle a juste décroché à un moment donné. Et en fait, ça m'a complètement rappelé mon vécu, parce que moi, effectivement, quand j'ai des situations avec des conversations croisées, des soirées avec plein de gens, ou des soirées bruyantes, en fait, j'ai toujours 2 situations. Soit j'essaie de m'accrocher à fond, et j'en sors complètement épuisée, soit je décroche, comme ça, je ferme les écoutilles, je fais et je fais des petits signes comme ça de tête pour faire je suis, mais en fait, moi, mon esprit est déjà parti en balade ailleurs, parce que j'arrive pas à suivre. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que ça aborde vraiment
plein de situations quotidiennes différentes avec la famille, avec les amis, et qui sont hyper pertinentes. Et derrière il y a cette petite histoire d'amour qui débute, etc., entre les deux, mais qui vient, je trouve, qui vient pas gâcher le truc. Il y a pas de comment dire. J'ai vu d'autres mangas entre un personnage valide et un personnage handicapé qui m'avaient beaucoup moins plu, parce qu'il y a toujours ce côté mais je suis handicapée donc je ne mérite pas ton amour, machin. Non, là il y a pas de ça. C'est les choses viennent se mettre comme ça naturellement, avec bien sûr des rebondissements, sinon ce serait pas un manga. Bien sûr, rien n'est simple, mais il y a pas ce côté je te mérite pas parce que je suis handicapée déjà. Et ça, voilà, ça m'a plu. Et ça évoque bien en fait la solitude qu'on peut avoir sociale en fait quand on est malentendant et qu'on est entouré de personnes qui parlent vite, qui font pas attention à nous parler dans les yeux, qui portent un masque, qui nous parlent dans le dos. Et moi, je sais que la moitié de ma scolarité, les gens pensaient que j'étais ou hautaine ou stupide, où j'avais une réputation de personne complètement à l'ouest, dans la lune, la meuf un peu, voilà. Alors qu'en fait, c'était juste que j'entendais pas les gens. Et en fait, c'est vraiment typiquement dans le manga, on retrouve ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personnage malentendante, elle retrouve des gens qu'elle connaissait, des lycéens, qui parlent devant elle déjà comme si elle était pas en disant ah ouais mais elle c'est vrai, elle est complètement dans la lune, elle est complètement à l'ouest, c'est normal, mais je crois qu'elle était sourde et tout, et ils parlent d'elle comme si elle était pas là. Et ça, voilà, ça montre dur, la violence, ça reste, ouais. Mais c'est très subtil dans ce manga. C'est que ça montre des situations de mal-être, de discrimination, etc., mais sans se complaire là-dedans. Encore une fois, pour comparer à d'autres mangas, il y a un manga qui est très connu aussi sur la thématique du handicap. Je veux pas dire de bêtises, c'est le manga qui parle d'une jeune fille qui a harcelé... Je vois de quoi tu parles. Il est hyper connu. Ouais, Silent Voice. Mais ça va. Et je l'ai lu, et il est horrible. Il est horrible parce qu'il se complaise dans le fait qu'elle est complètement harcelée, traumatisée, que ses camarades lui font vivre les pires horreurs. Et là, c'est pas ça, en fait. C'est des petites violences quotidiennes, des petites micro-agressions, mais on se complaît pas non plus dans la violence. Le personnage, on le met pas non plus la tête contre terre et on garde le pied. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus, entre guillemets, réaliste, dans le sens où la plupart des personnes handicapées, elles vont pas non plus être traitées comme ça, battues, etc. Mais c'est ces micro-agressions quotidiennes, en fait, qui font qu'on reste à l'écart, qu'on va pas se faire d'amis, qu'on a une mauvaise réputation, ou on va décrocher les cours. Parce que moi, je vois, c'est pareil aussi, il y a des trucs qui m'ont choqué dans le manga et qui m'ont rappelé, parce que au collège où j'étais, il y avait des élèves justement qui étaient sourds et muets, donc qui venaient pour certains cours. Et en fait, il y a des gens qui se moquaient parce que, tout à l'heure, je me suis dit, ah oui, elle parle, elle rit, mais c'est qu'en fait, des fois, ils essayaient de reproduire des sons. Parce que t'as des gens, si tu leur parles pas, ils font ah, parle, machin. Donc ils essayaient, tu vois, mais comme ils sont sourds, ils entendent pas. Et en fait, dans le manga, c'est expliqué, c'est-à-dire que elle essaie de reproduire la forme des lèvres en mettant du son, mais du coup, ils comprennent pas qu'il y a aussi la langue, qu'il y a plein de trucs, qui servent, quoi. Et donc ça leur fait une voix bizarre. Et en fait, elle se faisait traiter genre de mongolienne, quoi, tu vois, et t'avais plein d'agressions comme ça. Et c'est des trucs que j'ai vu, que j'ai été témoin. Et il y a un autre truc aussi dans le manga qui m'a choqué, c'est genre quand elle parle avec des personnes en langue des signes, t'as des gens à côté qui entendent et tout, qui font oh mais il parle en langue des signes. Genre moi elle est avec son copain et son copain traduit ce que les autres disent parce que justement il veut pas qu'elle soit dehors parce que les autres commencent à parler en disant ah elle nous entend pas machin et tout. Donc le gars lui ça lui plaît pas, il traduit pour qu'elle puisse participer. Et ses potes sont choqués en mode ah mais tu lui parles en langue des signes, mais t'as appris genre. C'est normal, tu parles à une personne qui est espagnole, qui est allemande ou quoi, tu parles sa langue, tu traduis, c'est normal. C'est la même chose là, quoi. Et c'est des trucs comme ça qui m'ont choqué parce que c'est horrible. Et il y a ce truc effectivement de l'inclusion par les autres, parce que en fait quand on est une personne handicapée, souvent on est un peu isolé dans son handicap comme ça. Et effectivement il y a une scène un peu comme ça dans ce manga où à un moment donné Koei essaye, poussé par Teishi, à sociabiliser un petit peu plus, et il se retrouve, les gens d'un coup commencent à parler en oubliant que lui entend pas, et donc il comprend pas ce qui se passe, et on voit qu'il y a cette espèce d'effet où il se met un peu en retrait comme ça, encore une conversation où je pige que dalle.
Et en fait, son pote arrive et lui met la main sur l'épaule. Et il se tourne vers lui, en fait, naturellement, il lui dit, là, tu vois, il est en train de raconter un tel qui se passe ça, mais l'autre, il a dit ça, et tu vois, c'est un idiot. Et en fait, il lui résume toute la conversation qu'il a loupée. Et lui, il est touché en me disant, là, on m'inclut, en fait. On m'explique ce qui se passe, on m'explique pourquoi les gens rigolent. Parce qu'il y a un truc, moi, qu'on m'a dit tout au long de ma vie, c'est parfois, on arrive dans une conversation où on n'entend pas quelque chose, et on fait répéter les gens. On dit, excuse-moi, j'ai pas compris pourquoi vous riez, attends, t'as dit quoi? Et les gens, en fait, disent, non, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'était pas intéressant. Ouais, oui, et en fait, ils ont la flamme de répéter, alors du coup, ils vont dire, non, mais c'était pas intéressant. Et en fait, non, en fait, on dit pas ça à une personne qui te demande, même si ça te coûte ça te coûte 1 minute, tu vas répéter ce qui s'est passé, mais en fait, c'est le meilleur moyen d'inclure la personne. Parce que moi, non mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas intéressant, je l'ai entendu mais toute ma vie. Et ça y est dans le manga. Ce côté, en plus avec la petite main comme ça, tu vois, de non mais t'inquiète, voilà. Et ça, on sent que ça le blesse. Et ça, c'est hyper pertinent, je trouve, de pointer comme ça les petits trucs. Les gens le font pas méchamment en plus, c'est ça le pire. Les gens le font pas méchamment, c'est un manque de temps, c'est une habitude. Et on se rend pas compte à quel point c'est blessant en fait pour les personnes sourdes et malentendantes. Ouais. Et du coup, voilà, ça pointe du doigt comme ça des petits comportements qui sont terribles à vivre au quotidien, mais qui sont pas encore une fois dans un excès non plus de méchanceté bête ou quoi que ce soit. C'est juste du validisme quotidien qu'on pourrait en vivre n'importe où dans n'importe quelle situation. Et mais ça, moi, c'est bien. Ça m'a ouvert vachement d'empathie. Il y a des scènes où je me suis reconnue. Enfin, voilà, moi, je vois, j'ai de l'hypersensibilité, j'ai des problèmes d'agoraphobie. Et il y a des fois, en fait, genre, quand je discute et qu'il y a beaucoup de monde, il y a des moments où je peux plus parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Et en fait, je me suis reconnue dedans et du coup, j'avais de l'empathie pour ces personnages-là parce que je me suis dit, ah ouais, je les comprends parce que c'est dur et du coup j'étais là, force à vous, je vous soutiens, allez, courage. Mais c'est vachement dur quand t'as du mal. Il y a des fois, je bug, comme un robot, je m'éteins. Et après, ça m'arrive tout le temps ça. Et pareil, ça m'arrivait des fois de dire, ah, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas suivi, machin. Et vivre ce que tu dis où on me dit, ah mais c'est bon, t'inquiète, ou genre c'est bon, on va pas te dire et tout. Et du coup ça m'a rendu encore plus empathique pour les personnages et ça m'a donné envie justement de me renseigner, d'essayer d'être la plus efficace aussi pour que justement se sentent pas mis de côté, quoi, parce que c'est dur. James. Pour motiver Faye à peut-être lire, voir ce dont tu parles, je sais pas si t'as vu, mais apparemment il y a un drama de. Ah, il y a un drama. Il y a un drama de Adimari Kokumori. Apparemment il y a un drama qui est fait depuis l'an dernier. Pour ça. Ah. Voilà. si tu veux le voir en drama, ça existe apparemment. Eh ben écoute. Après, je sais pas si c'est bien adapté, je ne sais pas. Faut voir. Des fois, c'est bien adapté, des fois. Mais du coup, je profite de faire un petit coup de promo parce que la raison pour laquelle j'ai lu ce manga à la base et que je l'ai découvert, c'est justement que je suis dans le comité d'organisation d'un prix littéraire jeunesse qui est organisé par l'association donc les Dévalideuses, qui s'appelle Les Petites Cuillères et qui est destiné en fait à faire sensibiliser en fait au handicap les jeunes lecteurs d'une manière générale, fin d'école primaire, collège, lycée, au travers d'ouvrages. Et donc depuis l'année dernière, on a fait une première sélection en 2024, au printemps 2024, on a proposé une première sélection. Donc il y a eu une première année avec plein de classes qui ont participé. En général, c'est des classes, les profs qui organisent ça, mais il y a aussi des libraires, même des orthophonistes qui ont participé au prix, qui ont fait participer leurs jeunes patients. Et ensuite, il y avait un vote qui était organisé. Et donc, dans les premières sélections, donc en 2024, il y avait Hidamari Gakikoeru. Et là, il y a la deuxième édition 2025 qui vient de sortir avec des ouvrages. Et donc, il y a 3 sélections. Il y a une sélection, je crois, CM1, CM2, 6e, une sélection 5e, 4e, 3e et une sélection lycée qui a été ajoutée cette année et donc qui permettent de découvrir le handicap sous vraiment différents angles, différents types de situations. Et donc voilà, c'est un chouette prix. Donc je vous propose de le découvrir si vous avez des
enfants dans cette tranche d'âge ou si vous êtes prof et que vous avez envie de faire découvrir à votre classe, c'est très chouette. Et justement, dans chaque sélection, on choisit des romans et toujours au minimum un BD ou une manga. Et du coup, ça m'a permis de découvrir plein de mangas sur les questions en fait du handicap. Alors le handicap au sens très large, mais c'est chouette. Ça m'a permis de faire des belles découvertes. Ok. Ouais. Et des moins bien, dont Silent Voice. Et des moins bien. J'avoue que Silent Voice m'a un peu traumatisée. Je suis pas allée au tome 2. Au cinéma, je me suis énervée. Comment mais le mec qui harcèle sa victime pour qu'elle. Moi j'ai bien aimé, mais après c'est quand tu ouvres les yeux sur certains trucs du. Non, mais moi je le redis, si un jour il y a des gens qui écoutent, qui reconnaissent qu'on fait partie de mes harceleurs, mais vous pouvez crever la bouche ouverte, venez pas me voir. Eh ben, pour résumer pour les gens qui ne sauraient pas, le Silent Voice c'est l'histoire donc d'un gamin qui en primaire harcèle avec toute sa classe, hein, parce qu'il y a toute la classe qui s'y met, harcèle une petite fille qui est sourde au point de lui niquer ses appareils auditifs qui doivent, enfin, je sais pas à combien ça coûte, mais ça doit coûter une blinde. Ça coûte une blinde. Ça doit coûter une blinde et il lui casse plusieurs fois de suite. Et au bout d'un moment, les gens comprennent que c'est du harcèlement et que c'est pas cool. Et le harcèlement va se retourner et donc c'est le mec qui va se faire harceler. Jusqu'à ce qu'au lycée, il soit en espèce de déprime et qu'il essaye de retrouver la personne qui l'a harcelé pour s'excuser avant d'aller se suicider. L'obliger à accepter cette. Oui, l'obliger, oui. Puis le mec est d'une lourdeur. En plus, chantage suicide. Non, il lui dit pas qu'il va se suicider. C'était gros comme une maison. Oui, bon, c'est peut-être. Et après, ça part sur une histoire d'amour, forcément, parce que les gens, enfin bref. Et en fait, moi, j'avais bien aimé, j'avais lu le manga en entier, j'avais bien aimé. Et en fait, quand on prend un peu de distance sur le manga, il y a plein de trucs qui sont chauds, notamment la mère qui refuse à tout prix de signer face à sa fille parce que il faut absolument pas que sa fille soit vue comme quelqu'un de malentendant. Il y a beaucoup de trucs et effectivement le mec est d'une lourdeur, enfin elle lui dit non, qu'elle veut pas, qu'elle a été traumatisée par ce mec et lui insiste lourdement jusqu'à ce qu'elle dise oui. Et effectivement, dans la réalité, non, ça ne se fait pas de forcer le consentement comme ça des gens. Soyons un peu plus bon, même si autour de ça il y a des trucs un peu plus positifs sur la dépression notamment, mais bon ouais. Moi, ce qui m'a principalement gêné, en tout cas, j'ai vu que le tome 1 du manga, mais c'est le côté la complaisance en fait dans la violence, sorte de presque d'apprécier un peu trop la situation de misérabilisme dans laquelle se retrouve donc cette jeune fille sourde, et du coup ça c'est quelque chose qui me dérange en général. Je vais faire un parallèle, mais c'est un peu comme dans la série Handmaid's Tale qui est hyper intéressante, La Servante écarlate, très très chouette, qui aborde des thématiques qui ne sont plus si dystopiques vu la situation dans certains pays. Mais ce qu'on a reproché à un moment donné dans cette série, c'est justement le fait que presque les personnes qui réalisent cette série se sont un peu trop de complaisance dans toute la souffrance que pouvait ressentir en fait le personnage principal. On a l'impression qu'on le voit se faire torturer jusqu'au bout en fait dans cette série. Et il y a trop de complaisance dans la violence, et ça c'est quelque chose qui a tendance à me rebuter, le côté un peu trop prendre du plaisir à regarder quelqu'un souffrir, et c'est ça qui m'a gêné. Il y a un peu, c'est vrai que sur la suite ça va être la même chose, mais sur le mec qui du coup va être en déprime totale. Mais les Japonais ils aiment bien ce genre de trucs. Il y a Life qui vraiment ne lisez. Enfin, si vous avez été harcelé au lycée ou au collège, ne lisez pas Life. Vous allez avoir envie de vous suicider. Qui est justement sur. Je crois que c'est un nom spécifique. Je sais pas si tu sais, Stolas. Le harcèlement spécial. Le harcèlement scolaire. Il y a un nom spécial au Japon. Je sais plus comment ils l'appellent. Enfin bon, bref. Mais d'ailleurs, effectivement, ça me permet d'aborder le fait que souvent le handicap
est vu représenté d'une façon misérabiliste, c'est-à-dire on veut faire pleurer dans les chaumières quand on parle de handicap. Ouais. Un des premiers dramas que j'ai vu de ma vie, j'avais une copine qui adorait les dramas, qui a voulu m'initier, et un des premiers qu'elle m'a recommandé, que j'ai regardé de toute ma vie, je sais plus si c'était un drama japonais ou coréen, et la traduction du titre en français, c'était en gros 10 000 litres de larmes. Je sais pas si ça vous parle. En gros, c'est une jeune lycéenne qui découvre qu'elle a une maladie dégénérative, et en l'espace de 1 an ou 2, en fait, elle commence à boiter, puis elle tombe à des problèmes de coordination, de mouvement, etc. Et en fait, on voit comme ça toute la dégradation de son état ou avec ses rapports avec les autres, etc. Et effectivement, c'est concrètement fait ce drama pour te faire pleurer 10 000 litres de larmes devant ton écran. Et effectivement, ça n'a pas loupé, donc j'étais un seau d'eau devant mon écran. Et quand j'y repense, c'était il y a 15 ans que j'ai regardé ce truc, quand j'y repense, effectivement, c'était typiquement une représentation, voilà, on est là pour faire pleurer dans les chaumières quand on parle de handicap, et ça, c'est quelque chose contre lequel on lutte, parce que il faut des représentations. Bien sûr, le handicap, c'est pas que de la route du fun, hein. Il y a aussi des choses qui sont, bien sûr, qui sont négatives. Il peut y avoir de la souffrance physique, etc. Il peut y avoir la réaction des autres aussi, principalement de la société, qui nous font souffrir, mais aussi on peut avoir une vie cool, fun, intéressante, épanouissante en étant handicapé, et ça aussi il faut le montrer, quoi. Et Stolas va à l'encontre de ce que du drama dont tu vas parler. Eh ben non. Oui, ben voilà. Justement, j'allais dire ouais, bah ça tombe bien. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi le manga que j'ai choisi. Alors, déjà, j'ai choisi un manga français, Cocorico. C'est Run to Heaven en bon franglais, de Tohan. Et c'est un manga dont le personnage principal est, à première vue, totalement valide. Après, à première vue, parce que vu les événements qu'elle se mange dans la tronche, je pense qu'il y a au moins un SSPT. Sachant que le syndrome de stress post-traumatique, ça compte comme un handicap. Cependant, le personnage qui n'est pas du tout valide dès les premières pages du manga, c'est le papa de la personnage principale. Faisons les noms. La personnage principale s'appelle Fi. Et son papa, dès les premières pages, se fait diagnostiquer d'une maladie dégénérative, la maladie de Charcot. On lui a dit très clairement, il n'a plus que 5 ans à vivre. Sa première requête, c'est « N'en parlez pas à ma fille ». Ça se discute, c'est son choix. Ceci dit, ce qui est très intéressant, c'est que même avant d'avoir cette maladie de Charcot diagnostiquée, il avait dû quitter l'armée pour d'autres problèmes de santé. Et ça, sa fille, le ressent très fort dans le traitement qui est fait de elle, la fille de l'amiral, et de l'autre handicapé là. Littéralement, il y a des termes qui sont assez violents dans le manga qu'elle dit à son père en disant « Je sais que tu me caches quelque chose, je me prends pas pour une idiote. Déjà, les gens, ils te traitent d'estropié ou de trucs comme ça. Je ne suis pas stupide, il se passe quoi ?» Et pour faire les choses dans l'ordre, potentiellement, enfin dans le désordre, je vais globalement raconter ce qui se passe dans le tome 1 du manga. C'est l'histoire donc de Fi, qui vit sur les îles de Arekero, lesquelles sont dans un conflit armé pour lequel il y a une trêve, le temps d'organiser les Jeux mondiaux. Et le truc de Fi, qu'elle rejette un petit peu, mais qui est absolument son truc à elle, c'est qu'elle court. Et elle court vite. Et elle court bien. Et elle court après sa mère, qui est amirale dans l'armée, et qui, elle aussi, a pas l'air exactement en très 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 bonne forme mentale, soyons clairs. Oui, j'approuve totalement. T'as pas lu le tome? Sachant que pour moi, j'ai même pas lu le tome 2, donc c'est encore pire. Ouais. Déjà, dans le tome 1, on se prend quelques retournements dans la figure, mais alors le tome 2... là aussi, 10 000 litres de larmes, c'est un bon résumé du programme si jamais âme sensible s'abstenir. Il y a des thèmes de guerre qui sont extrêmement violents. Je trouve que la question du handicap est extrêmement bien traitée parce que justement, les gens handicapés sont des gens comme les autres, ils vivent leur vie et ça ne les empêche pas d'avoir des mentalités complexes, d'être des gens et d'avoir des activités. Bon, sauf dans le cas commun dans la guerre où les gens meurent, et dans ce cas-là, ils sont plus handicapés, ils sont morts, mais là est un autre problème. Ok, ouais, effectivement, un peu plus définitif. Mais même, tu vois, enfin,
la façon dont le père est traité, genre, t'es handicapé, tu sers plus l'armée, tu sers à rien, quoi. Ouais, Donc, il y a un peu de ça. Ouais. comme ça, je sais pas toi. Ben, ça, c'est ce qui est dit dans le texte. Genre, c'est comment les gens de Harakiro le considèrent. Mais en même temps, c'est un père de famille et il s'occupe super bien de sa fille. Il est absolument fin. C'est un papa bébou, je l'adore. Donc, il est merveilleux. Et donc, il y a ce côté, d'accord, la société ne te donne pas de valeur. La société ne te donne pas cette valeur-là, mais peut-être que ta valeur n'est pas régie par la société non plus, et ça, c'est cool. C'est clair. L'important, c'est l'impact que tu as sur les gens que tu aimes et qui t'aiment aussi. Ouais. Il est pas suisse plutôt que. C'est pas lui qui est suisse plutôt que français? Je ne sais plus. Non, je crois qu'il est français. Je sais plus. Il y a un manga français que nous a présenté Hélène qui était suisse. Je sais pas si c'est celui-là. Mais bref, ce n'est pas grave. France, de ce que je vois. Ouais, bon, bah, c'est France. Pardon. L'histoire est super bien écrite. Ouais, l'histoire est super bien. Les dessins sont super jolis. Moi, ça me fait penser à Gum un peu. Je sais pas si tu as lu Gum, Stolas. Mais moi, ça me fait penser un peu à Gum. Ou Gum, je ne sais plus comment on le dit. Oui. Il y a un peu de ça. Il y a une spécificité un peu. Vraiment, ça fait. Enfin, tu ouvres le manga et tu te dis tiens, ça ressemble pas à du manga qu'on lirait d'habitude. Il y a un truc en plus. Il y a un petit. Toi qui es un peu plus sur le graphisme justement, est-ce que tu pourrais définir un peu plus ce graphisme où je te prends au dépourvu? Pas du tout. De toute façon, j'ai les tomes juste à côté de moi. C'est qu'il a un trait qui est un peu moins régulier que celui de la plupart des mangas, qui n'hésite pas à être parfois presque sketchy dans ses lignes. Ouais. Interrompu, pas forcément très net. Et ça apporte une grande force parce que peut-être que le trait n'est pas entièrement net, mais il est entièrement maîtrisé. Et les textures sont superbes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si t'as vu des images, Béa, en regardant sur le net, si ça t'a plu ou pas. J'ai regardé un petit peu. Alors j'ai vu que la couverture, j'ai pas encore vu des images de l'intérieur, mais effectivement c'est un style. Je sais pas pourquoi la couverture me fait penser un peu à un truc années 80, Ouais, un petit peu Chevalier du Zodiac avec les cheveux. Ça me Non. fait penser à des productions du studio Gainax. Un peu, ouais. Ouais, il y a un peu, c'est un peu Gainax, ouais. Mais c'est un plein de trucs. Et je crois qu'il y avait Submarine dans le site. Je crois que c'était une OAV. Je crois qu'il y avait Blue Submarine ou un nom comme ça. Et c'était un truc post-apo. Avec des dans un sous-marin jaune, je crois. C'était pas les Beatles. C'était pas les Beatles, hein, parce que c'est un truc que j'ai vu, je crois, qui était produit par Gainax. En tout cas, c'est cool d'avoir des persos secondaires qui ont une importance et qui sont handicapés et qui ont une importance dans le récit, qui agissent dans le récit. C'est cool. Ça permet aussi de voir comment est la société, surtout dans ce récit-là qui est science-fiction, anticipation, comme vous voulez, post-apo. Ça permet de voir aussi l'évolution de la société aussi, parce que par le traitement de la population, tu peux comprendre le type de gouvernement que tu as. Après, dans le même délire, le côté guerre, il y a je vais me faire hurler dessus. Il y a une série Gundam, bon c'est de l'animé, hein. On reste dans le côté japonais. Il y a une série Gundam qui s'appelle Gundam Thunderbolt, qui est en dehors de, bon, pour les gens qui sont fans de Gundam, vous avez l'univers, parce qu'il y a 40 milliards de séries Gundam, et il y en a qui sont dans un univers où tout se suit, et il y en a qui sont en dehors de l'univers. Et je crois que celle-là, elle est en dehors de l'univers. Qui s'appelle Thunderbolt, où les gens qui pilotent des Gundam, donc des mechas, et non pas des robots, puisqu'ils sont pilotés par des gens. Donc s'il y a des gens à l'intérieur qui pilotent, ce ne sont pas des robots. Ils sont obligés de se couper les bras et les jambes pour pouvoir les piloter. Ce qui est il faut prendre la décision de le faire, quoi. Après, pour faire un parallèle avec un film où justement
c'est bien vu d'être justement d'avoir des membres en moins. Tu prends Starship Troopers de Paul Verhoeven. Ah oui. Justement, pour avoir le statut de citoyen, faut avoir fait le service militaire. Et genre, si tu reviens avec un bras en moins, des jambes en moins, un truc comme ça, bah, en gros, t'es célébré. Ah oui, et t'as plus de carrément, votes. toi, tout le contraire d'autres films plus réalistes, on va dire, qui te montrent genre les gens qui sont handicapés, qui peuvent plus aller qui peuvent plus être militaires, et genre c'est le drame parce qu'ils savent plus qui ils sont. Oui, genre un 4 juillet, tout ça. Par exemple, voilà, où tu perds ton identité, là t'as le truc inversé et c'est vachement intéressant. Plus que le bouquin qui est juste un gros truc. Oui, bah en fait, il se fout de la. Bah, pour les gens qui ne sauraient pas, Starship Trooper, c'était l'adaptation de. Le livre, il s'appelle comment déjà Ils savaient pas Starship Trooper. En français, il s'appelle pas Starship Trooper, je crois pas. Je sais plus. Mais c'est un truc de droitard. J'ai eu l'occasion de lire des extraits et c'est fasciste. Et en fait, Paul Verhoeven se fout totalement de la gueule du bouquin. Disons qu'il y a tout un message déjà qui est contre la politique américaine. Il y a tout aussi un truc où il va critiquer, tu vois, les séries un peu genre Beverly Hills et tout ça, qui te montrent une certaine façade aussi de la jeunesse. C'est Épaule garde à vous. Ah oui, voilà. De Robert Heinlein. Non mais voilà. Évitez le bouquin. Ouais, le bouquin, vous pouvez l'éviter. Téléchargez-le si vous êtes curieux pour voir. Et c'est vraiment dégueulasse. Ou achetez-le d'occasion. Ça vaut pas le coup de l'acheter, hein, c'est répugnant. Ouais. Ah, vraiment. Vous lui donnez pas de thunes, non? J'étais curieuse, je fais ça. Moi, j'adore cette. Je crois que j'ai déjà dit dans l'émission, mais j'adore cette anecdote que nous a dit Igor si vous passez sur Montpellier, que vous cherchez un bouquiniste, tous les samedis, tous les mercredis sur la place de la Comédie, il y a la Librairie Sauvage, un compte Insta aussi, qui est Igor, un de nos amis, qui tient ce stand de bouquiniste où il y a beaucoup de SF et beaucoup de fantasy. Et si vous ne le savez pas, arrêtez de soutenir Neil Gaiman puisque c'est un connard de violeur. Et en fait, il avait du coup plein de bouquins de Neil Gaiman. Et il y a une femme qui est arrivée parce qu'il fait dans la semaine, il fait plein de, il fait tous les tours les banlieues il fait pas Palavas, il fait tout ça. Et je crois que c'était à Palavas, une fille qui est arrivée qui a dit trop bien, je vais pouvoir lire plein de Neil Gaiman sans lui donner une seule thune. Et elle lui a pris tous les bouquins de Neil Gaiman qu'il y avait. Moi, ça m'a fait plaisir de me dire que même si Neil Gaiman était avant de savoir que c'était une personne horrible, un de mes auteurs favoris. Oui, je m'éloigne un peu. Mais bon, voilà. Si vous faites pareil avec Harry Potter, achetez-les en bouquiniste. Ça lui donnera pas d'argent. Vendez-les et achetez Run to Heaven. Voilà. Ou vendez-les et achetez. Très très bien ça. Ça, c'est une bonne idée. C'est un bon move. Et, voilà. et donner l'argent que vous avez gagné à une association de personnes trans. Aussi. Par Voilà. exemple. C'est une bonne idée que j'ai passée sur Internet. Donc voilà. Ah oui, bah tiens. Et ou handicapé. Voilà. Mais je crois qu'on a fait le tour. Bah oui. De la question. Encore une fois, Béa, est-ce que tu peux nous rappeler vite fait où on peut retrouver toutes tes activités Alors, je suis sur Instagram, Béa.Pradillon. Je suis sur LinkedIn, désolé, mais c'est professionnel. Et j'ai pas encore de site internet. Et sinon, vous pouvez aller voir bien sûr le site internet et le compte Insta principalement des Dévalideuses. Mais on est aussi sur Blue Sky, on est aussi sur Facebook. Et après, dire Valid People aussi sur différents réseaux. N'hésitez pas à chercher. Leurs podcasts sont un peu sur toutes les plateformes d'écoute. Ok. Donc voilà. Puis on fait un petit Linktree avec tous les Ouais. on peut retrouver tout ça. J'ai mon Linktree où justement j'ai mis les dévalideuses et des Valid People et tout ça. Donc voilà. Est-ce que tu veux passer un dernier message, genre ce qui est important pour toi à rappeler aux gens justement? J'ai envie de rappeler, de manière très large que n'oubliez pas que même quand vous pensez, par de bonnes intentions, à être bienveillant envers les personnes handicapées, souvent par maladresse ou par manque de connaissances, on a tendance à avoir des comportements qui sont validistes.
Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur tout ce qui est validisme bienveillant et inspiration porn. Ça vous donnera un petit peu des idées de tout ce qu'il faut pas faire avec une personne handicapée, parce que effectivement souvent ça comporte la vie un petit peu de tous les jours d'une personne handicapée. Ça commence effectivement par son entourage social, par les collègues de travail, par les amis, par la famille, et ce sont souvent des barrières qui sont importantes. On se prend des microagressions, on se prend des remarques. Donc si on pouvait déjà éviter d'infliger tout ça aux personnes handicapées, ce serait top. Donc éduquez-vous aux questions de validisme intériorisé, validisme bienveillant. Il existe plein de formes de validisme, c'est génial, il y en a pour tous les goûts. Voilà, éduquez-vous, n'attendez pas que les personnes handicapées vous éduquent, faites-le vous-même. Ok. Et toi, Stolas, qui nous a inspiré, je le rappelle, puisque c'est toi qui en avais parlé, du coup, du fait que ce soit le mois de juillet et le mois de la Pride handicapée. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs autour de la thématique à ajouter ou pas? Je crois que j'ai pas dit que je suis concerné par la question. Je crois que j'ai oublié de dire que je suis concerné par la question. C'est dans le premier. Ah mais je spécifiais pas, je disais juste que c'est toi qui nous a donné l'idée. Je sais, mais vraiment j'y ai pensé pendant toute l'émission. Oui, c'est vrai que tu l'as vu dans le premier truc. Tu peux le dire là, c'est comme tu fais comme tu veux. Oui, j'ai un TDAH et je travaille avec le service handiétudes de ma fac. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans l'éducation supérieure française, ce n'est pas du bénévolat, ce sont des choses qui sont rémunérées. Certes, au lance-pierre, mais au moins c'est rémunéré. Et de façon très drôle, pas mal de gens qui travaillent au service handiétudes sont eux-mêmes handicapés d'une façon ou d'une autre, parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc j'appuie totalement le message de Béa. Parce que effectivement c'est très important de s'informer et n'attendez pas que les personnes handicapées le fassent pour vous. Soyez bienveillants les uns envers les autres et cœur sur tout le monde. Voilà. Sauf J.K. Rowling et Neil Gaiman. Ouais. Voilà. Et les gens transphobes. Moi j'ai envie de dire, soyez à l'écoute des autres, entendez ce qu'ils ont à vous dire et soyez empathique un peu. Voilà. Ok. Essayez de comprendre. Et si vous le dites par langue des signes, vous l'entendez pas, vous le regardez. Voilà. Voilà, Bravo. Tac. J'allais annoncer ce qu'on fait la semaine prochaine. Je crois que c'est Amer Béton, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est Judas qui me l'a suggéré très très fort. Sachez que vous allez avoir droit, je l'ai teasé normalement, à une émission Naruto. Je vais devoir me battre. Avec mais oui, Stolas aussi tu voulais participer, tu es le bienvenu. Faut que je te mets dans la boucle des gens. J'espère que tu seras de mon côté à taper sur Kishimoto bien comme il faut. Sur les gens. Mais je tape juste sur les auteurs qui m'ont fait du mal. Cet auteur m'a fait du mal, donc je le tape dessus. Non, on va essayer de faire une émission pas trollesque. On va juste essayer de voir quel héritage a laissé. Il a parlé de la fin de la Passion Noire. Oh, les gens, ils ont pas été sympas avec toi. C'est vrai. Mais la fin de la Passion Noire n'a pas duré autant de temps que la guerre des Shinobi. Voilà, bref, voilà, on va pas se lancer sur cette. On en parlera dans une autre émission. Et peut-être que lire. Non, je vais pas faire ce genre de blague. Je vais conclure l'émission. Merci beaucoup Béa d'avoir été là. J'espère qu'on aura la chance de t'avoir parce qu'on devait faire une émission avec BD Discovery avec toi. Peut-être qu'on le fera dans le cadre d'un autre truc. Tu seras la bienvenue. Avec plaisir. C'est pour discuter avec nous et allez écouter dire Valid People. Allez écouter elles sont encore tes chroniques, elles sont encore dispo en podcast ou pas du tout? Ah oui, complètement. Je suis en train justement de finir de les mettre en ligne sur les plateformes d'écoute. Elles sont sur le site de la radio Divergence FM. Vous pouvez toutes les retrouver, mais je suis ensuite en train de les archiver pour qu'elles soient disponibles sur Deezer, Spotify et tout ça. Moi, j'avais écouté ton émission sur la grossophobie et pour le subir au quotidien de façon assez violente. Et c'était très intéressant et je m'étais bien retrouvé dans ce que tu disais. Voilà.
Donc encore une fois, super travail. Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire sur ce genre de plateforme. Vous laissez un like, vous laissez un petit commentaire, vous me laissez 5 étoiles si vous voulez. Il y a l'épisode Sorti là. T'as rien sorti. Vous pouvez aller écouter l'épisode des livres de minuit sur la fantasy qui est sorti. Bientôt, il devrait y en avoir un autre. Ouais, il y a celui sur le world building qui devrait pas trop tarder. Il y a un épisode sur Charmed qui devrait arriver, l'épisode 2 de Charmed Once. Oh putain, si j'arrive à le finir. Sauf si je fonds. C'est vrai. Et je tiens à rappeler que Entretien avec un vampire n'a eu aucune nomination aux Emmys et que c'est un drame. On s'est donné à fond, on a même fait la chanson au karaoké avec. C'est vrai, on a fait Stolas nous a entendu chanter cette superbe chanson. Vraiment, il filait des trucs à Ça m'a aidé, on s'est tué amoureux. J'ai le droit d'aimer. Tu as le droit. J'ai le droit d'aimer les stats. Je sais que tu peux me tromper avec Sam Reid et avec la moustache de Colin Farrell. Voilà, j'ai le droit. Il y a Colin Farrell et Sam Reid, j'ai le droit. Mais juste quand il parle en français. C'est très précis, il adore la moustache de Colin Farrell. Bon allez, sur ce, on vous fait des bisous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sachez que vous allez avoir un super programme de cet été pour après revenir sur le podcast, sur le. Ça manque de boys love quand même sur le programme. Ouais. Et peut-être qu'on parlera de Superman à un moment ou à un autre parce que le film Superman est le meilleur blockbuster que vous verrez cet été, je pense. Il y a pas de. C'est bien, mais c'est pas le meilleur. J'ai vu des trucs dessus, ça m'a donné envie de le voir, ouais, effectivement. Ah, il est trop bien, ça fait trop du bien. Je vais le voir 3 fois. Je vais le voir 2 fois cette semaine. J'ai déjà vu une fois, je vais le voir 2 fois cette semaine. Donc vraiment, allez voir ce film, il est génial. Stolas, tu es obligé d'y aller puisque tu es en rouge tout le temps. Donc c'est un film pour toi. Il est en bleu, Superman. Il est en bleu, rouge et jaune. Oui, mais enfin, il y a que la cape qui est rouge. C'est pas, je suis contractuellement pas obligé, personnellement. Son slip est rouge. D'accord, ok, là ça commence à être un argument. Bon allez, des bisous, bye bye. Salut. Buenas noches. Merci.